Donc, rebonjour, nous voici repartis pour notre deuxième partie du débat autour de l'écriture inclusive avec d'autres invités. Nous sommes toujours en direct sur Facebook et les internautes qui sont très nombreux puisqu'on me signale que 11 000 internautes ont regardé la première partie du débat en direct sur Facebook. Donc, vous pouvez vous poser vos questions, comme le public aussi il y aura un temps de questions à la fin de ce débat. Alors, première invitée, Kautar Archi. Bonjour. Donc, vous avez écouté la première partie du débat qui a été très, très véhément, il faut le dire. Vous êtes écrivaine, d'ailleurs, vous avez adopté pour vous-même l'écriture inclusive, vous vous présentez comme auteure, chercheur, donc, et en plus, vous travaillez sur l'écriture, puisque votre dernier essai s'intitule, ce très beau titre emprunté à Derrida, je crois, Oui, tout à fait. J'ai une langue et ce n'est pas la mienne. C'est ça. Alors, qu'avez-vous pensé de ce qui s'est passé dans cette première partie, quand même assez musclée, on va dire? Disons que je suis étonnée et en même temps, mon étonnement est plus fin qu'autre chose. Il me semble que la question était une question sur la pratique, sur la possibilité d'eux et sur les significations que cela recoupe. Et en même temps, certains intervenants, pour ne pas les citer, chacun les a en mémoire, ont plutôt tendu à une forme de vision assez idéologique en vérité de cette question-là. Et ça me semble très révélateur en fait. Certains, Raphaël Enthoven notamment, s'est défendu dès le départ en disant qu'il recusait le fait d'avoir été présenté comme conservateur. Il apparaissait comme un conservatoire de beaucoup de choses et je crois que c'est typique de cette question-là et de la question de la langue. La langue n'est pas un conservatoire. La langue, à partir d'elle, on peut observer des choses. Donc je crois que c'est très important de ne pas l'essentialiser. Vous dites que la langue peut être un facteur de domination. D'un point de vue symbolique, la langue, c'est un système symbolique. C'est un système qui circule, qui évolue à travers le temps. Et je crois que la langue est aussi le réceptacle d'une certaine représentation du monde. Et donc, il est important que l'on agisse aussi. Mais il n'est pas simplement question d'agir sur la langue, il est question d'agir aussi à partir d'elle et d'essayer d'ouvrir le débat. Mais encore une fois, je crois que cette question, elle est vraiment pas d'ordre dogmatique. Il n'est pas question de faire une loi sur le point médian ou pas. Il est question de poser la question. Et je crois que quelque chose est très important, c'est que nous sommes quand même tous habitués à avoir un rapport à la langue qui est une forme de rapport inné, naturel, etc. Or, la langue a une histoire. Et je crois que c'est très important de s'intéresser à cette question-là, de dire que la langue française n'est pas qu'un état. Elle est aussi le fruit d'une construction sociale. Et il est évident que le rapport homme-femme est omniprésent. Dans d'autres langues, par exemple, la binarité est moins la binarité féminin-masculin que la binarité animé-inanimé, par exemple. Donc c'est très intéressant de l'observer. Il n'est pas question ensuite de revendiquer des choses de manière forcenée, mais simplement de dire que les possibilités sont élargies désormais. Alors, vous parliez du côté pratique aussi, que ça doit être un débat pratique. Et alors, justement, nous avons un praticien avec nous, si je puis dire. Philippe Magna-Bosco, vous êtes chef de projet à la FNOR, donc l'Agence française de normalisation, et vous travaillez pour nous permettre d'avoir ce fameux point milieu, médian, tout dépend comment on l'appelle, sur nos claviers. Pour vous, ça va de soi de procéder à ces changements. Et d'ailleurs, vous me disiez, on parlait un peu avant, vous me disiez qu'en fait, le point milieu, il n'avait rien à voir au départ avec la féminisation de la langue française. Pour nous, il est arrivé dans le projet de normes volontaires sur le clavier par un autre biais, qui est le biais des langues de France, en particulier du catalan. Le projet, à l'origine, c'est de mettre à la disposition des utilisateurs français les moyens techniques de bien écrire en français, avec les capitales accentuées, avec le « e » dans l'eau, mais aussi d'écrire dans les langues européennes d'écriture latine pour se mettre à la hauteur des usages d'aujourd'hui. Et dans ces langues européennes d'écriture latine, pratiquées en France, on a le catalan qui fait l'usage du point médian. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ce point médian qui concentre une grande partie du débat qu'on a entendu, c'est celui qui hache les mots, etc. On a eu des jolies projections à partir de ce tout petit symbole. En fait, c'est une remobilisation d'un signe typographique qui existait pour une autre langue, qui ne servait à rien
en français, il n'avait pas d'existence. On choisit de le mobiliser parmi d'autres outils pour l'écriture inclusive. C'est intéressant à observer. Alors, Claire Guiraud, vous êtes au Conseil à l'égalité, vous avez coordonné un guide justement destiné aux administrations, aux services publics, pour adopter une écriture qui respecte l'égalité entre les femmes et les hommes. Vous comprenez D'ailleurs, est-ce que vous rencontrez des résistances du côté des administrations et des services publics pour adopter cette écriture ? Alors d'abord peut-être un petit mot pour exprimer la joie du Haut Conseil à l'égalité d'avoir appris ce soir que TV5 Monde allait s'engager en signant la convention d'engagement qui va avec notre guide. Ce guide, c'est 10 recommandations très pratiques pour une communication publique sans stéréotype de sexe, partant du principe que quand on communique de manière publique, on s'adresse potentiellement à des femmes et à des hommes et on parle de femmes et d'hommes. Et donc utiliser une communication égalitaire et une communication inclusive, dont l'écriture inclusive, c'est coller à la réalité. Et puis c'est aussi un rôle de prescripteur, d'être rôle modèle, de pouvoir montrer qu'il y a des femmes savantes dans l'histoire, il y a eu des femmes qui ont occupé toutes les places de la société. Et donc les petites filles, les petits garçons peuvent occuper, elles et eux aussi, toutes les places de la société. Et alors, est-ce que vous rencontrez des résistances pour l'application de ces conseils, on va dire, parce qu'il ne s'agit pas d'une loi, on n'est pas encore en dictature, il ne s'agit pas d'un... Non, pas du tout. Justement, ce que le Haut Conseil propose, d'abord, c'est une réflexion. C'est se dire, prenons le temps de regarder ce que dit notre langue, ce que fait notre langue et comment elle a été construite. Est-ce que dire le masculin l'emporte sur le féminin à des millions de petites filles et de petits garçons chaque année, est-ce que ce n'est pas d'une violence énorme ? Moi, honnêtement, c'est mon premier souvenir de choc féministe, d'entendre mon instituteur me dire le masculin l'emporte sur le féminin. Je me souviens très bien avoir dit, mais même s'il y a 1 million de filles et un garçon, il n'y a pas pour vous cette neutralité du masculin qu'invoquent d'autres. Il n'y a pas de neutre en français. Le masculin est le masculin, le féminin est le féminin. On rencontre bien sûr des résistances, comme on le sait, ce débat il est vieux, ça fait 30 ans que la question de la féminisation des titres et des fonctions est dans le débat public, il y a eu des circulaires, pourtant aujourd'hui on voit bien que ce n'est pas un usage qui est 100% répandu, mais moi ce soir j'ai plutôt envie de voir le verre à moitié plein, parce que les chiffres qu'on a entendus, c'était quand même qu'il y a une adhésion avec l'idée que dans la langue, il y a un contrat social et on peut promouvoir des usages qui sont en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et il y a des sociétés, des organisations qui s'engagent. Vous êtes donc le 51e signataire de notre convention d'engagement et on a avec nous déjà des ministères, des établissements d'enseignement supérieur, des collectivités de la plus petite ville de Bretagne à la mairie de Paris. Donc on sent bien qu'il y a une dynamique quand même sur cette question depuis des années. Donc oui, il y a des résistances, mais il y a des résistances à l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est pas nouveau malheureusement, on lutte contre. Donc il y en a, mais voyons plutôt la dynamique à l'œuvre sur ce sujet. Alors Bernard, vous avez écouté ce premier débat aussi, et en plus, vous avez été un peu mis en cause puisque vous aviez parlé de conservatisme. Je voudrais vous citer la proposition d'un de vos collègues belges, Michel Francard, qui est linguiste à l'Université de Louvain. Et donc, lui, il a constaté en plus une fracture sur ce sujet, comme on n'en a pas parlé, j'ai essayé d'en faire parler tout à l'heure, mais entre la France et les pays francophones comme la Belgique, la Suisse et le Québec, mais aussi peut-être d'autres ailleurs, peut-être qu'Aoutar, vous nous en parlez tout à l'heure. Et lui, il dit « L'orthographe est un contrat social. L'écriture inclusive doit surgir d'une négociation entre des usagers favorables et opposés à cette écriture. La langue doit être conforme à notre vision du monde. » Qu'est-ce que vous en pensez ? D'une façon générale, les linguistes belges, que ce soit Michel Francard ou Jean-Marie Kickenberg, sont très attentifs à la dimension sociale de la langue. Et ce que propose Francard est juste un contrat social, surtout pour l'écrit. J'insiste, nous débattons de l'écriture, qui n'est pas la langue en elle-même telle qu'elle est orale et qu'elle évolue, mais toujours codifiée. Et cette codification, elle a été longtemps autoritaire. C'est l'Académie française qui a décidé. On peut avoir une conception plus démocratique, c'est-à-dire un débat d'abord entre francophones, ce n'est plus l'Académie qui décide pour le monde entier, entre francophones, entre partenaires, entre utilisateurs. Ce que nous avons essayé de faire en 1990, pour la réforme de 90, qui a mis autour d'une table tous les partenaires. Je crois que pour l'inscription de la parité dans la langue, nous devrions, là aussi, calmer les débats, discuter
concrètement, faut-il des phénomènes seulement lexicaux? Faut-il des phénomènes graphiques? Et lesquels? On peut en débattre calmement, dans la mesure où, à part quelques conservateurs un peu bouffons, nous sommes tous d'accord pour que les choses évoluent et soient conformes à la parité sociale. Alors, Kautar, vous qui écrivez, qui jouez avec les mots, il y a une de vos nouvelles qui commence par désillusion. Mais Daisy, je vous laisse découvrir comment ça s'écrit. Vous pourriez imaginer écrire vraiment de la littérature, du roman en écriture inclusive, ou ça vous semble quand même contradictoire? Mais je crois que la question, elle est profondément contextuelle, en fait. Tout dépend du contexte d'écriture dans lequel on se trouve. Si, en tant que romancière, écrivaine, autrice, j'ai le sentiment que cela signifie quelque chose, que cela offre à mon texte une plus-value, oui, pourquoi pas. Encore une fois, je crois que vraiment par rapport à ces questions-là, il n'y a pas de position dogmatique à avoir. C'est un jeu, c'est une proposition, c'est une pratique, c'est une possibilité. Par contre, oui, je crois que quand on observe des résistances farouches qui crient haut et fort à une forme de machisme, là oui, là je comprends que le discours se renforce et se gagne en véhémence. Mais je crois que ce sont des gens qui sont plus à contre-courant qu'autre chose. Philippe, vous comprenez les résistances qu'il y a, vous en discutez entre vous à la FNOR, justement, de ça. Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord pour ce point médian, ou etc. Ou bien est-ce que vous vous contentez, en fait, de mettre en pratique ce qu'on vous demande de mettre en pratique? Alors, AFNOR n'a pas d'opinion sur le sujet. Nous, on est une plateforme autour de laquelle différents intervenants représentant différentes forces de la société française viennent débattre sur, en l'occurrence, un clavier français. C'est le ministère de la Culture qui s'est fait le premier porteur de la demande, qui était « on ne peut pas écrire le français correctement avec les claviers d'aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire quelque chose ?» Et nous sommes à l'écoute de tout ça. C'est vrai qu'en travaillant sur le clavier, donc en travaillant à la fois sur un outil professionnel, sur un outil d'écrit, sur un outil traditionnel qu'on a quasiment tous eu devant nous à un moment, mais qu'on a un petit peu oublié, on soulève un nombre de passions qu'il est difficile d'imaginer, qu'il s'agisse du reproche qui a pu nous être fait de vouloir simplifier la langue, en voulant retirer tous les accents, ce qui est exactement l'inverse de notre projet, en allant jusqu'aux personnes qui justement diraient il ne faut pas changer le clavier, c'est la langue qu'il faut changer et retirer les accents. Donc on a tout vu, on a tout entendu. Donc si vous voulez, pour nous, cette histoire de point médian et d'écriture inclusive, je suis très très intéressé de voir le surgissement de ce débat aujourd'hui. Mais c'est un des nombreux débats parmi d'autres où l'on voit surgir des forces très très profondes qui témoignent finalement de l'attachement des Français à leur langue. C'est très bien. Claire Guiraud, à ceux qui disent, mais c'est comme Raphaël Enthoven l'a dit, un enfant, c'est vrai, c'est très compliqué, surtout s'il a des problèmes de lecture, ça peut créer aussi une forme, cette écriture inclusive peut créer de l'exclusion finalement, parce qu'elle est trop difficile à apprendre. Est-ce que le problème, c'est pas ça, c'est pas l'école justement ? Alors, je ne sais pas si c'est plus difficile à apprendre. En tout cas, je ne sais pas si M. Enthoven a déjà mis ce manuel scolaire, ce fameux manuel scolaire de Hattie entre les mains d'un enfant et vu l'effet que ça avait. Je ne crois pas. Je pense que les enfants, au contraire... Vous l'avez fait, vous ? Je ne l'ai pas fait non plus. Ah. Mais moi, je suis optimiste et en tout cas, je n'accuse pas le manuel des pires mots. Je pense que les enfants ont un rapport à la langue assez intuitif. Le masculin et le féminin, on leur apprend à construire les mots avec la racine, le suffixe masculin, le suffixe féminin. Et c'est des mots et des termes qui sont dans leur quotidien de leur cours de grammaire. Quelque chose qui est intéressant, moi je trouve, sur la manière dont ce sujet a émergé au niveau du ministre de l'Éducation nationale, c'est que la question des manuels scolaires et de la représentation des femmes et des hommes dans les manuels scolaires est un sujet qui est dénoncé par les féministes et les chercheurs depuis plus de 30 ans, avec le constat suivant qui est qu'il y a très peu de femmes représentées ou nommées dans les manuels scolaires et beaucoup d'hommes. Juste 2 chiffres pour incarner un petit peu la question. Sur une étude qui a été faite sur les manuels de CP, 70% des personnages en train de faire le ménage étaient des femmes. 97% des biographies de personnages historiques étaient des biographies d'hommes. Oui, mais en même temps, on peut dire que là, on est dans des clichés qui sont au-delà de l'écriture. Bien sûr, mais ce qui est surprenant, c'est de voir comment 10 petits points parsemés au milieu d'un manuel scolaire ont pu susciter une polémique pareille, alors que ce scandale qui est qu'on présente aux enfants, aux petites filles, aux petits garçons, des manuels scolaires dans lesquels les femmes sont invisibles ou les femmes sont réduites à des rôles hyper traditionnels et stéréotypés,
n'a choqué finalement visiblement personne jusque-là. Et donc il y a une espèce de double vitesse et de double compréhension par rapport à cette question qui est un petit peu surprenante. Alors Bernard, est-ce que justement cette passion française, elle ne tient pas à l'histoire, c'est-à-dire au fait que la langue française a été unifiée, comme on l'a dit, on l'a répété au XVIIe siècle, au moment où la nation française se constituait, avec l'identité, au détriment des autres langues. Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose d'un réflexe un peu identitaire? Il y a un nœud très solide entre la langue et l'État depuis avant le XVIIe siècle, depuis François Ier. Et ce nœud a été consolidé à la Révolution, on a ajouté la nation. La nation, la langue, l'État. Et ça fait un lien très très fort, avec des côtés extrêmement positifs, puisque le lien entre l'État, la nation et la langue, ça produit la République en France et ça produit la francophonie. Qu'est-ce que la francophonie, sinon une pensée politique de la langue à travers le monde? Ce n'est pas rien. Mais du coup, cela monumentalisait la langue d'une façon telle qu'on n'ose pas y toucher. Ce que nous a dit le conservateur tout à l'heure, c'était la langue, vous n'avez pas le droit d'y toucher. On ne peut pas intervenir dans la langue. Alors que, en fait, on n'a pas cessé. Et l'Académie elle-même n'a jamais cessé. Il faut donc bien montrer que nous avons ce lien quasi édipien à la langue, mais qu'on peut faire bouger les choses, et en particulier dans le domaine de l'écrit. Et je suis très content d'apprendre l'origine catalane du point médian, j'ajouterais l'origine espagnole de la cédille. L'orthographe française est un perpétuel équipement. On ôte, on ajoute des accents, on enlève, on change. On peut donc toucher avec prudence, avec intelligence et doigté à la graphie du français. Raphaël Enthoven a quand même dit que la langue évoluait et qu'elle par elle-même. Non, oui. le point, c'est l'interventionnisme. C'est ça, cher Michel Sylvie. Le paradigme conservateur est contre l'intervention. Il la réserve aux puristes. Alors, est-ce que les écrivains francophones, comme ceux sur lesquels vous avez travaillé, qui sont des écrivains algériens, ne sont pas finalement plus audacieux avec la langue que nous-mêmes ici en France? Alors d'abord, avant de dire ça, je voudrais rappeler quelque chose qui m'incite encore plus à considérer que l'enseignement de la langue française, de l'histoire de la langue française est absolument nécessaire. On parle évidemment de la question du féminin masculin, mais il faut aussi se pencher, ne serait-ce qu'un instant, sur la condition des femmes écrivaines sous la période du Second Empire. Elles étaient complètement marginalisées. D'ailleurs, elles n'étaient ni nommées écrivaines, ni auteurs, ni autrices. On parlait des bas bleus. Le phénomène du bas bleuisme est quelque chose qui a très longtemps prévalu. Parfois, il fallait prendre une identité masculine. Exactement. pour exactement. se faire reconnaître. Et de nombreuses femmes en ont payé le prix. Et d'ailleurs, toute l'histoire de l'histoire littéraire est finalement l'histoire du long et du lent effacement de la contribution des femmes à l'histoire intellectuelle et littéraire du pays. Pour ce qui est de la question des écrivains francophones, la question est à double sens, ou en tout cas à double entrée. C'est-à-dire que, d'une manière ou d'une autre, la francophonie est à partie liée, ou en tout cas porte cet héritage-là de la période coloniale. Et la langue française a joué un rôle très important que l'on dénie souvent dans les phénomènes et les entreprises coloniales. Il suffit de relire les textes de Jules Ferry, par exemple, qui considérait que c'est par le français qu'on allait progressivement déculturer, par exemple. Après, ça a été une prise de guerre. Oui, ça a été une prise de guerre. Oui, ça a été une prise de guerre et un butin de guerre, plus précisément, pour Kateb Yassine. On peut penser aussi au rapport d'Aimé Césaire, par exemple, à la langue française et au mouvement de la négritude. Mais c'est un mouvement de résistance. C'est un mouvement qui a décidé de réagir à une certaine vision de la langue française. Donc je crois que ça, c'est très important et ça nous permet vraiment d'affirmer que la langue est profondément politique. La langue n'est pas dotée d'une autonomie, la langue n'existe pas comme ça dans une sorte de monde parallèle ex nihilo, elle est complètement prise dans des enjeux politiques, voire même dans des enjeux idéologiques. Et la question de l'école et de l'éducation nationale est à ce titre très intéressante. Enfin, il suffit de reprendre les travaux de Pierre Bourdieu,
sur la question de la reproduction, pour voir que finalement tout ce qui touche à l'éducation, tout ce qui touche à la transformation fait ressurgir des luttes de classe très fortes. D'ailleurs, personne n'est gêné de dire serveuse, personne n'est gêné de dire ouvrière, mais dès qu'il est question de dire doctoresse ou dès qu'il est question de dire écrivaine, là tout de suite il y a quelque chose qui se révèle. Et d'une certaine manière, le fait de vouloir maintenir sur cet espace symbolique très fort quelque chose d'une forme de conservatisme, c'est bien un aveu finalement que quelque chose dans le réel, quelque chose d'un point de vue matérialiste, est en train de s'opérer. La preuve, nous sommes tous réunis ici pour en discuter. Pour revenir à votre question sur la question des écrivains francophones, on parle des écrivains, parfois on pense aux écrivains belges, on pense aux écrivains d'Afrique. C'est même pas la peine d'aller aussi loin, il suffit tout simplement de remonter dans les années 1930 et de s'intéresser au rapport, par exemple, très violent qui existait entre les écrivains parisiens qui habitaient à Paris et les écrivains provinciaux, par exemple, qui étaient très souvent jugés, pas du tout par rapport à la littéralité de leurs textes, mais vraiment parce qu'ils ne parlaient pas le français. Ils parlaient mal le français. Donc ce sont des luttes qui mettent véritablement en jeu des rapports centraux, des pouvoirs centraux et des sortes de provinces. Les écrivains francophones, c'est souvent à eux qu'on délègue la question de la créativité. Kourouma, par exemple, l'écrivain ivoirien, a beaucoup travaillé cette langue. Et d'ailleurs, le Seuil l'a refusé la première fois. Puis son livre a été un succès. Puis le Seuil a décidé de le réintégrer dans le catalogue. Ça veut dire beaucoup. Voilà. Eh ben, nous sommes arrivés au temps où le public peut poser des questions. Donc, il faut lever la main pour qu'on vous passe le micro. Madame qui avait tenté une question dans la première partie. Et puis après, je crois là-bas aussi. Hein. Bonjour et merci pour ce débat. Donc, c'est une question assez technique et pratique. Quand, indépendamment de la musicalité de certains mots, mais bon, on va s'y habituer, il n'y a pas de souci, c'est un jeu même. Quand on est publicitaire ou bien bédéiste et qu'on veut, pour des questions de praticité ou d'esthétique de la forme, comment on fait et est-ce qu'on ne risque pas, si on n'utilise pas cette écriture inclusive, d'être stigmatisé et de passer pour rétrograde ou d'être ridiculisé? Par exemple, en utilisant par exemple le mot pompière, est-ce qu'on ne pourrait pas être ridiculisé ou alors stigmatisé si on ne l'utilise pas? Et puis le point médian aussi qui rajoute au message. Donc techniquement dans la forme, ça peut être un petit souci d'efficacité. Comment on peut le contourner? C'est un problème qui se pose toutes les fois qu'il y a un progrès dans la langue. On l'a connu pour l'orthographe, on l'a connu pour la terminologie, pour le remplacement des anglicismes. Ceux qui emploient se distinguent de ceux qui ne les emploient plus et qui peuvent donner l'impression de les marginaliser. En fait, une langue, c'est toujours hétérogène. Et il y a des formes différentes et nous utilisons tous, même à l'écrit, une langue relativement différente. Je crois qu'il ne faut pas avoir crainte de marcher vivement et d'utiliser des mots français pour remplacer des anglicismes, des formes rectifiées et plus simples orthographiques et une écriture qui inscrive la parité. Je crois qu'il faut être volontariste, je l'ai dit, il faut être volontariste car on doit l'être dans la langue et montrer l'exemple. Les autres suivront. J'y reviendrai en conclusion. En quelques années, on a fait un tel progrès dans le domaine de la féminisation que là, il faut aller marcher vivement. La cause est entendue. Il me semblait qu'il y avait une autre question, là. Oui. Oui, moi... Allez, attendez le micro, il faut que... Vous l'avez? Oui. Ah d'accord, pardon, je ne voyais pas parce que j'ai la lumière juste en face. Voilà, merci. Quand j'entends les gens réfléchir, finalement, la question qui se pose, c'est que l'écriture inclusive, pour ou contre, ne devrait peut-être pas être un débat. Pourquoi? Parce que l'écriture inclusive serait inscrite dans une perspective informelle, parce que la langue classique académique a toujours évolué parallèlement à cet autre informel où l'on a fait usage de la langue telle qu'on l'entendait. Les surréalistes, pour changer le monde, ont commencé par déconstruire le langage. Les féministes, pour peut-être porter une certaine idéologie, mais ont toute la liberté d'être pour ou d'être contre. Donc pour moi, je crois que ce qu'on a en commun, c'est la langue dans toute sa rigueur. Et là, tout le monde se retrouve dedans. Maintenant, parallèlement,
le garçon, avec son SMS, va parler la langue telle qu'il la sent. On a reproché à Nkrumah, vous en avez parlé tout à l'heure, de violer la langue. Mais sa réponse était oui, il faut violer la langue s'il faut lui faire de très beaux enfants. Kautar, il faut violer la langue? Non, il ne faut pas violer en général. Non, moi j'ai toujours du mal. J'ai toujours du mal avec ces Oui. métaphores là entre violer la langue, Oui. entre le poing qui ouvre les jambes. Enfin, Non. Voilà, le machisme a fait beaucoup de dégâts. Je crois qu'en cette période-là, on ne peut pas dire autre chose. Non, je crois que c'est quelque chose que le combat est gagné. Enfin, je trouve que et c'est une liberté. Et il est gagné grâce à la francophonie, j'insiste, parce que ce qui a mis en branle, vraiment, avant les années 90, ce sont les femmes québécoises, belges et suisses. Que j'ai cité. Et la France a un grand retard dans ce domaine. Donc nous avons, grâce à la francophonie, on a une langue en mouvement. Cette richesse, elle est une fécondité. Oui, ce ne sont pas toujours des combats gagnés. Au Québec, on va, on vient. Il y a de nouveau une tentative, il y a eu des reculs. Madame Lisez la presse québécoise, l'affaire est entendue. Oui. Alors, je m'excuse parce que mon intervention ne sera pas très interrogative en fait, mais c'est plus de l'ordre du témoignage. Il se trouve que je suis l'éditrice d'Eliane Viennot pour 2 de ses ouvrages, Non, le masculin ne l'emporte pas sur le féminin, et l'Académie contre la langue française, qu'elle a écrit d'ailleurs avec Sylvia, qui est ici. Et le témoignage que je voulais, alors je dois être ou faire partie des très rares éditrices et éditeurs qui incitent leurs autrices et leurs auteurs non seulement à pratiquer l'écriture inclusive avec une typologie que je recommande et dont je vais vous dire 2 mots, mais voilà, parce que c'est ce que je trouve vraiment très très intéressant en ce moment, c'est que justement on sent que les lignes bougent. Yann Viennot l'a rappelé tout à l'heure et Raphaël Haddad aussi, ça fait très très longtemps, et vous-même là juste avec le cas des Québécoises, des Belges, voilà, ça fait très très longtemps qu'effectivement ce combat a d'abord été féministe, il s'élargit et on sent qu'effectivement il intéresse, enfin je veux dire il coalise même des intérêts, des passions aussi, et là on est à ce moment où ça bascule, oui, on pousse les lignes et on sent que c'est intéressant. Alors, maintenant, sur la codification elle-même, je crois que c'est amusant. Enfin, voilà, moi c'est des moments que je vis historiques, probablement assez éphémères, transitoires. Peut-être que bientôt les choses vont se figer, peut-être qu'elles vont se codifier vraiment. Mais là où on en est, c'est amusant. Et alors, voilà, ça c'est mon témoignage. Le parti qu'on a adopté aux éditions X, c'est le nom de cette maison, qui est une référence à l'anonymat et voilà tout ça. Mais le parti qu'on a adopté, donc c'est le Point Médian. Je savais qu'il était catalan parce que l'idée m'a été soufflée par un des auteurs de l'Académie contre la langue française, qui est Yannick Duverger, et qui me disait c'est la convention qu'ont adopté les Espagnols et c'est intéressant parce que c'est plus léger que le point. Enfin, avant on mettait des points. Bon. Et oui, j'ai trouvé que c'était graphiquement élégant, amusant. Et puis l'autre partie, alors qu'on recommande à nos auteurs, après et autrices, et après on fait comme elle et il ont envie de faire, mais c'est de ne pas séparer l'abominable petit E qui fait bondir Monsieur Enthoven, de ne pas le séparer de la marque du pluriel. C'est-à-dire qu'il y a un point médian, et puis le féminin pluriel. Oui. Eh ben, merci beaucoup pour ce témoignage. On va quand même éviter en ce moment de crier vive la Catalogne, mais on arrive au terme de ce débat, et donc vraiment qui était, enfin, de mon point de vue, fort intéressant, moins passionné dans cette deuxième partie que dans la première. Et donc Bernard, qu'en avez-vous tiré de ce débat? Merci Sylvie. 2 choses. D'abord, on a eu une belle querelle de langage, avec des positions bien claires pour le progrès, pour la conservation. On a entendu tous les arguments pour et contre. C'est intéressant et ça prouve que les francophones se passionnent pour leur langue. C'est vrai. Deuxième chose, l'évolution rapide. L'historien de la langue que je suis se rend compte que nous sommes face à un des phénomènes les plus vastes et les plus rapides, un des changements les plus vastes et les plus rapides de l'histoire de la langue. Quand, en 1998, le Premier ministre, Lionel Jospin, m'a demandé un rapport sur la féminisation, j'ai fait un rapport extrêmement favorable, quelle était la situation? Il fallait dire un écrivain pour une femme, il fallait dire Madame le ministre. Tiens, tout à l'heure, on nous parlait d'agression de la syntaxe. Ce sont les puristes qui agressent, puisqu'ils obligent à dire Madame le ministre.
les femmes étaient invisibles dans la langue. En quelques années, les choses sont gagnées. Même le Figaro, dont je regrette le départ de la rédactrice, même le Figaro, qui a pour l'Académie française les yeux de Chimène, est entièrement féminisé. On ne dit plus, dans le Figaro, le chancelier allemand en jupe et sur ses hauts talons. C'est ce qu'on disait encore en 2005. On dit la chancelière allemande. Donc, les choses sont gagnées, le lexique est féminisé, la syntaxe va suivre. Qu'en est-il de la graphie ? Eh bien, nous pouvons maintenant en discuter tranquillement. C'est-à-dire, est-ce que nous pouvons franchir l'étape d'ajouter, comme on a ajouté l'accent aigu, l'accent grave, l'accent circonflexe, la cédille, le point médian ? Il faut en débattre. Et deuxième chose, s'agit-il d'ajouter ce signe pour toute la langue ou pour certains emplois ? Personnellement, je pense plutôt à la langue administrative. Pour le reste, je fais plutôt confiance à l'intelligence de la langue. Nous sommes tous d'accord pour que la langue française soit attentive à ne pas discriminer. Elle a pour cela le lexique, la syntaxe, la morphologie. Elle a surtout pour elle l'intelligence des francophones. Eh bien, merci beaucoup. Ce sera donc le mot de la fin. À mon avis, c'est un sujet dont on n'a pas fini de parler. Donc, peut-être qu'on organisera une suite à ce débat. Mais en tout cas, merci au public d'avoir été présent. Merci aux internautes de nous avoir suivis en direct sur Facebook. Et peut-être qu'on renouvellera l'expérience. Merci à vous, vraiment.